Et cette réconciliation, avec cet enfant blessé que nous portons tous en nous, ben cette réconciliation, elle peut peut-être, et là c'est enfin, j'ai fini avec les introductions et j'attaque le cœur de la conférence. Cette réconciliation, on pourrait peut-être y arriver plus rapidement en prenant conscience des incroyables dispositions spontanées qui sont les nôtres. C'est-à-dire cette ribambelle de capacités qui sont les nôtres à la naissance, qui sont très proches cousines de nos potentiels, et qui sont nos dispositions, nos penchants. Alors, certains d'entre vous connaissent la liste de ceux dont j'aime parler. Je vais résumer aujourd'hui en parlant de 2 d'entre eux, je pense, ou 3 au maximum. Je répète, c'est notre équipement de série. Personne n'est venu au monde autrement que équipé. Et il n'y a pas d'handicap, il n'y a pas de maladie, il n'y a rien qui pourrait nous priver de cela, que équipé de ces dispositions spontanées. Il y en a de nombreuses. J'en ai choisi en général seulement 2 dorénavant. Alors je sais que certains le connaissent, puisque vous deviez être là l'année dernière. Non, il y a 4 ans, on l'a dit, donc c'est vraiment il y a 4 ans, Étienne. Mais j'avais pas l'impression, le temps passe particulièrement vite. Je suis papa depuis 8 ans et demi, c'est bizarre, mais depuis 8 ans et demi, le temps a passé beaucoup plus vite qu'auparavant. Ça vous rappelle quelque chose, je vois. Alors, la première disposition spontanée que j'ai envie de vous présenter ce soir, elle est facile à présenter parce qu'il suffit de poser une question. De poser une question à laquelle je sais que chacun d'entre vous connaît la réponse. C'est fait exprès, je ne suis pas là pour vous coller, je ne suis pas là pour vous piéger, ce n'est pas un examen. La question, vous la connaissez, la réponse aussi. La question, c'est quelle est la première chose que fait un enfant dès qu'on le laisse tranquille, dès qu'on le laisse en paix, dès qu'on lui fait confiance, il joue. Ça, on le sait tous, on l'a tous observé, on sait que tous les enfants du monde jouent. On sait que jouer est une nécessité chez l'enfant, est un penchant tellement puissant, tellement fort, il est plus fort que tout le reste. Il est plus fort que la douleur, il est plus fort que les autres nécessités. Vous l'avez observé, mais on l'a tous observé, que ce soit la faim, la misère, la guerre, les enfants jouent. Les enfants malades à l'hôpital, certains mourants, continuent à jouer, à attraper au vol n'importe quel lambeau de possibilités de jeu pour faire vite tourner un truc, un petit câble, un petit tube, un petit machin, un jeu, jouer, entrer dans... Vous savez, quand on voit, il y avait des martinets tout à l'heure, quand on voit des martinets dans le ciel, quand on voit des poissons dans l'eau, on se dit, ils sont dans leur élément. Les enfants sont dans leur élément quand ils jouent. Et quand je dis que c'est plus fort que la douleur, il y a une petite histoire qui arrive à Antonin, mon fils aîné. Je sais que certains d'entre vous le connaissent, c'est pour ça que j'aime bien dire que c'est mon portrait craché, parce qu'il est blond, il a la peau blanche et les yeux clairs. Et Antonin avait 4 ans à peu près, il jouait avec un petit avion. Et il joue en faisant... Et puis il n'avait pas vu une pierre ou une branche, je ne sais plus, et il se prend les pieds, il tombe par terre, il se blesse, il a un peu de sang sur les mains, il a des larmes sur le visage. Non mais la première chose qu'il fait du temps pleurant, c'est de ramasser l'avion, de vérifier que tout est en place, puis tout en pleurant avec les larmes. Il donne. On l'a tous vu, on l'a tous observé, on sait que c'est ainsi. La nécessité, le penchant pour le jeu est plus fort que tout le reste, est plus fort que la douleur. Et quand je dis que c'est plus fort que les autres nécessités, je vais vous donner un autre, c'est plus fort que la faim et la soif. On l'a tous observé, mais je vais encore vous raconter une petite histoire qui arrive à Antonin un peu plus tard. Alors, il faut que vous sachiez que depuis 4 ans, je ne sais pas si c'était déjà le cas, donc il y a 4 ans, mais non, ça devait à peine commencer. Depuis 4 ans, Antonin est fusé. Du verbe être, Il se lève le matin en tant que fusée et il se couche le soir en tant que fusée. Depuis 4 ans. Il a voulu une Saturne V, la fusée lunaire, la fusée qui a amené les hommes sur la Lune. Et il voulait une Saturne V dont les étages se séparent. Alors vas-y, cherche ça en jouet. De manière générale, tape dans n'importe... Sur Amazon, par exemple, fusée jouée. Et tu vas voir les horreurs qu'on te propose, qui sont absolument pas identifiables en tant que fusée. Antonin, il l'a vu, il n'a pas compris que c'était censé être une fusée. Bon, alors par chance, il existe le modélisme. Entre-temps, pour ceux d'entre vous dont les enfants sont dans le même cas que le mien, il existe une Saturne V chez Lego.
On a mis 3 jours à 2 à la montée, mais elle est chez nous dorénavant. Mais donc à l'époque, il n'y avait pas encore la Saturn V Lego. On a trouvé, dans un magasin de modélisme, on a trouvé une Saturn V dont les étages pouvaient se séparer, le module de commande et le module de service également. Il y avait un petit lemme qui permettait d'atterrir, puis de se séparer de son support pour redécoller de la Lune et venir retrouver le module de commande et de service pour revenir en orbite terrestre et du coup se séparer et faire un amérissage. Donc ça, ce n'était possible que grâce à ce modèle qui fait 1,10 m. Je vous laisserai calculer pourquoi. Alors, nous habitons dans un chantier. Une maison ancienne que nous reconstruisons pierre à pierre. Enfin, plus exactement, euro par euro. C'est pour ça d'ailleurs que c'est toujours pas fini. Alors, rien n'est fini dans cette maison, sauf une pièce. Une chambre, celle d'Antonin. C'est la plus belle et la plus grande de la maison. Il ne s'y trouve jamais. Ben oui, il est là où nous sommes. Et nous, on est toujours en général là où sera un jour la cuisine. Alors, dans cet endroit, il y a une table. Notre table familiale, il y en a une dans la maison. Donc je vous laisse imaginer, puisque c'est notre table familiale, c'est celle où on mange, où on cuisine, où on dessine, où on écrit, on travaille à l'ordinateur, on fait des découpages, hein, vous voyez, on construit des fusées, etc. Donc je sais que vous avez une table familiale aussi, mais chez vous elle est toujours très bien rangée. Chez nous, absolument pas, puisque c'est impossible, tout est tout le temps. Voilà. Vous voyez, là, c'est vrai que tu le connais aussi. Donc je me sens moins seul du coup. Bon, donc Antonin descend le matin de sa chambre. Parce que la chambre elle sert quand même d'entrepôt à jouer. Et donc, il descend avec sous le bras sa Saturn V de 1,10 m. Il descend, poser sa Saturn V dans la cuisine. Oui, mais alors pour le poser sur la table, il va falloir d'abord faire un peu d'espace. Donc il pousse un peu des choses et il arrive à poser la Saturn V sur un coin de la table qu'il a dégagé. Et puis il sort et il va jouer 3 heures dehors. Et après 3 heures en plein soleil, il rentre à la maison tout rouge, en disant qu'il a soif. Et ça, je vous garantis que pour qu'Antonin dise qu'il a soif, le remarque, mais dise, déjà pour qu'il le remarque, mais qu'il le dise, il faut qu'il ait vraiment très soif. Donc je lui sers un verre d'eau. Et je me dis, zut, je vais le poser où, moi, mon verre d'eau alors, bien sûr, il y a à côté, entre les ailerons, là, il y a juste l'espace pour poser le verre d'eau. Bien frais, vous savez, avec la buée, je le pose juste à côté de la Saturn V, et je lui dis, Antonin, ton verre d'eau est là. Ah, dit-il, ah oui, oui, et de toute sa force, il court vers la table et il attrape la Saturn V, et pas le verre d'eau, et ressort jouer encore 1 heure avec sa Saturn V, sans avoir effleuré le verre d'eau et sans avoir bu, alors que ce qu'il avait ramené à la maison, c'était la soif. Quand je dis cela, et c'est une histoire parmi tant d'autres que vous auriez vous aussi à raconter, il suffit de vivre avec des enfants qui jouent et qui sont un peu libres pour avoir constaté cela. Le jeu, c'est plus fort que les autres nécessités. Ça en est plus fort que cette soif quand même forte qu'il avait. Il n'a pas touché au verre et il est ressorti jouer 1 heure avec sa Saturn V. Donc voilà, on sait ça, on sait que les enfants, dès qu'on leur en laisse la possibilité, ils jouent. On sait que tous les enfants du monde jouent. On sait combien il y a puissant ce penchant qui les porte vers le jeu. Ce qui d'ailleurs me conduit à ajouter un petit ajout à la question de tout à l'heure. Hein. La première chose que font les enfants dès qu'on les laisse tranquilles est de jouer. Et d'ailleurs, si on ne les interrompait pas, ils joueraient toujours. La nuit aussi, pourquoi pas la nuit. Ils joueraient toujours. Ils n'arrêteraient jamais de jouer. Alors là, j'ai une question. Ça aussi, on le sait tous. Mais alors, pourquoi interrompons-nous nos enfants qui jouent toujours à nouveau? Pourquoi considérons-nous le jeu comme une activité interruptible à souhait? Alors, pour une raison très simple, mais qui, du point de vue de l'enfance, est sidérante. Parce que nous avons réussi à faire un truc, une prouesse, à séparer, jouer et apprendre. Et ça, pour l'enfant, c'est totalement incompréhensible, parce que pour l'enfant, c'est des synonymes. C'est des notions absolument inséparables. Et non seulement nous avons réussi à les séparer, mais en plus, alors qu'elles ne l'étaient pas, mais en plus à les positionner à l'inverse et à l'opposé sur l'échelle du sérieux. Jouer d'un côté, pas du tout sérieux, négligeable, et d'un autre côté, apprendre, très important.